Les matériaux à base de fibres végétales qui existent actuellement sur le marché sont en général composés de colle issu de la pétrochimie. L'originalité du procédé mis au point par l'Université de Picardie-Jules Verne, c'est précisément de permettre la fabrication de matériaux 100% végétaux, qui s'affranchissent de l'utilisation de colle issue de la pétrochimie. L'autre avantage, c'est que le procédé répond pleinement à une attente de la filière lin. Le rôle de l'Inceinte a été d'apporter un investissement qui a porté sur 3 volets. Un volet propriété intellectuelle pour protéger la technologie par brevet. Un volet technologique sur lequel on apporte la preuve de la faisabilité industrielle des résultats qu'on a sur une paillasse. Donc en clair, c'est de montrer que le résultat peut aboutir à une industrialisation chez un industriel à des coûts qui sont cohérents avec ses attentes. Et sur un 3e volet qui était sur le marché, c'était d'identifier des applications et de voir si ce produit-là correspondait à des attentes d'un marché. Le projet a permis de réunir des compétences, celles d'une université, celles d'un institut technique, celles de la SAT. Et ces compétences réunies ont permis de donner une dimension économique à l'innovation et à servir l'intérêt d'une filière. Oui, François Bert n'est pas là et c'est Michel Tekin que vous voyez à l'image qui le représente. Il est très beau ce feutre. Va maintenant être présenté le projet de Sébastien Picot et Jean-Michel Ricard du CTFL, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Il s'agit d'un projet sur la régulation des ravageurs sur les cultures de fruits ou les cultures de légumes. Qui mange qui ou comment favoriser la présence d'auxiliaires sur les parcelles et limiter les pesticides. On regarde le film. Nous sommes ici sur le centre CTFL de Carquefou. Et sur ce centre, nous travaillons essentiellement sur la protection des cultures maraîchères contre les ravageurs. Depuis quelques années, on focalise notre travail sur des techniques de protection, de lutte biologique par conservation des habitats. Et ce type de lutte consiste à attirer les ennemis naturels des ravageurs des cultures à proximité des cultures pour favoriser les processus de régulation naturelle. Alors, la culture de poireaux est une culture qui est attaquée par un insecte qui s'appelle le thrips. Et le thrips provoque des taches blanches sur le feuillage des poireaux qui rend in fine la production très difficilement commercialisable. Pour éviter d'utiliser des produits phytosanitaires pour lutter contre ce thrips, on essaye d'attirer les ennemis naturels de ce ravageur à proximité des cultures. Alors pour ça, on met en place tout autour de la culture des espèces végétales qui sont susceptibles d'attirer ces ennemis naturels. Et pour favoriser les pontes de ces ennemis naturels à l'intérieur même des cultures, on ajoute des patchs de plantes qui hébergent ce qu'on appelle des proies de substitution et qui favorisent les pontes de ces ennemis naturels. Et enfin, afin de repousser les thrips hors de la culture, on met en place des bandes de plantes aromatiques qui exercent un effet répulsif vis-à-vis des thrips. Autour de cette parcelle de poireaux, nous avons semé une dizaine d'espèces végétales environ afin d'attirer les insectes et en particulier les ennemis naturels de thrips. Et nous effectuons différents prélèvements pour savoir quelles sont les espèces d'insectes majoritaires. Voici une tente malaise. Les insectes sont attirés dans un premier temps par la lumière, montent le long de la paroi pour retomber dans un tube rempli d'alcool. Les insectes qui ont été capturés dans la culture de poireaux sont ramenés au laboratoire où ils sont identifiés et dénombrés. Et on voudrait aussi savoir s'ils ont consommé ou pas les plantes qui ont été implantées à proximité directe de la culture de poireaux. Pour ça, on va aller chercher l'ADN de ces plantes-là dans le contenu digestif des thrips et de leurs ennemis naturels. Et si on retrouve de l'ADN de ces plantes, on saura que ces plantes ont été consommées et que par conséquent, elles ont contribué à attirer les ennemis naturels de thrips à proximité de la culture. Pour choisir les plantes répulsives que nous implantons au milieu de notre parcelle de poireaux, nous effectuons des tests d'olfactométrie au laboratoire qui consistent à proposer à un thrips 2 odeurs et nous observons le choix qu'il effectue. On voudrait savoir si, parmi les plantes qui sont présentes autour de nos cultures maraîchères, certaines attirent les insectes plus que d'autres.
Et pour ça, on a développé une caméra qui, associée à un logiciel d'analyse d'image, permet de compter les insectes sur chacune de ces plantes. Les données qui ont été collectées au champ par la caméra sont transférées sur un ordinateur et à partir de là, on va pouvoir traiter les données avec un logiciel qui s'appelle Agathe. Ce logiciel va permettre de compter tous les insectes qui passent à proximité de la plante qui a été filmée, d'une part, et va aussi permettre de tracer l'ensemble des trajectoires qui ont été empruntées par les insectes pendant la période d'observation. Les travaux que l'on mène ici servent à mieux connaître les mécanismes de régulation naturelle qui s'exercent dans les cultures légumières et à concevoir des systèmes de production maraîchers qui sont résilients face aux attaques de ravageurs et qui limitent au maximum le recours aux intrants de synthèse. Ici au CTFL de Balandran, on travaille sur la biodiversité fonctionnelle et en gros on s'intéresse à la lutte biologique par conservation de la biodiversité et donc à tous les organismes utiles qui peuvent prédater les ravageurs des vergers. Nous sommes là devant des poteaux qui sont posés dans un verger d'abricotiers pour favoriser la prédation par les rapaces nocturnes et diurnes. Nous utilisons pour cela des pièges photographiques qui nous permettent de tracer le sommet du poteau pour savoir si ces poteaux sont effectivement utilisés par des rapaces. Ce qui nous permet d'avoir accès aux espèces qui viennent chasser et à quel moment de la journée, à quel moment de la nuit, à quel rythme et quel est leur comportement. On travaille sur des infrastructures comme les haies. On étudie les déplacements qu'il peut y avoir entre ces haies et le verger. Et puis on a aussi installé des gîtes à chauves-souris et on récolte les crottes, on les analyse et on peut savoir si elles ont consommé des ravageurs de la culture. Pour nos chauves-souris, nous utilisons un détecteur à ultrasons et un micro branché dans un verger toute la nuit, ce qui nous permet de savoir quelles sont les espèces qui chassent dans le verger ou aux alentours et ce qu'elles font exactement. On a pu montrer par exemple que les araignées vont consommer des fondatrices de pucerons en sortie d'hiver, ce qui peut avoir un impact intéressant sur la régulation de ce ravageur qui pose des problèmes en verger de pommiers. Là on voit des larves de coccinelles et puis des nymphes en fait. Ce sont surtout les larves qui sont assez voraces et très mobiles et qui consomment les pucerons. Ces études sont destinées à mieux comprendre les mécanismes écologiques entre les espèces dans les vergers. D'une part, ça nous permet de sensibiliser le monde agricole sur l'intérêt de préserver une biodiversité utile et puis d'apporter des références techniques à travers nos études scientifiques afin de concevoir des systèmes agricoles du futur plus économes en intrants. Voilà le beau projet de Sébastien Picot et Jean-Michel Ricard du CTFL. Le quatrième projet de la catégorie découverte est le projet de Nathalie Quignou de l'Institut du Port, avec un projet qui est destiné à apporter l'exacte quantité de nourriture au port. Elle va vous expliquer ça tout de suite dans ce film. Tous les animaux n'ont pas les mêmes besoins. Donc l'alimentation de précision, c'est quelque part pouvoir apporter la bonne quantité de nutriments, le bon jour au bon animal, pour de bonnes performances économiques et de bonnes performances environnementales. L'enjeu vraiment du système Apport, tel qu'on l'a développé, c'était de pouvoir avoir une interface qui puisse faire en sorte que l'on rejoigne tout ce domaine de connaissances scientifiques qui était accumulé et disponible, et les mettre en œuvre dans l'élevage pour en tirer vraiment le plus de profit possible. C'est un projet dans ce cadre qui est soutenu par l'ADEME. Voilà, là on est au cœur du dispositif Apport qui est organisé en 3 zones. La case de tri dans laquelle on se trouve actuellement, l'aire d'alimentation et l'aire de vie. Et le nœud du dispositif, c'est la station de tri et de pesée dont Lucie va vous présenter le principe de fonctionnement. Quand les porcs veulent accéder au DAC, ils doivent d'abord passer par la station de tri qui va s'ouvrir seulement s'il y a un DAC de disponible. Et à ce moment-là, le porc va pouvoir rentrer dans la station de tri, être pesé instantanément. Et ensuite, les portes vont s'ouvrir en sortie pour les laisser se diriger vers l'un des DAC disponibles. Quand un animal rentre dans une station d'alimentation, il est identifié. Son numéro est envoyé à l'ordinateur qui vérifie s'il a déjà mangé toute la ration du jour ou pas. S'il a encore le droit de manger,
On va lui délivrer des doses d'aliments dont la composition est adaptée à ce qu'on a décidé pour lui ce jour-là, c'est-à-dire une proportion d'aliment A ou d'aliment B. Et il reçoit comme ça des doses de 100 grammes. Et une fois qu'il a fini une dose, il en reçoit une autre s'il a encore le droit. Mais s'il arrête de consommer ou s'il n'a plus le droit d'avoir une dose supplémentaire, au bout de 5 minutes, il est éjecté pour éviter qu'il reste dormir dans la station d'alimentation et qu'il empêche un autre animal de venir manger. Cet outil a été développé en mobilisant les compétences des collègues du bâtiment, les nutritionnistes, mais également en faisant en sorte que des gens d'un institut technique comme le nôtre travaillent avec un équipementier, à Cerva, pour proposer cette interface entre le domaine de la science et le domaine de l'élevage. Là, sur cet écran, donc, on a 5 colonnes identifiées. Donc, sur la première, c'est la stalle de tri avec, qui nous indique le numéro du cochon et son poids. Après, on a les 5 stalles d'alimentation, donc qui nous donnent pareil le numéro du cochon, le crédit restant. Après, on peut aller dans l'historique. Donc, l'historique permet de visualiser les 4 jours en arrière, voir si les cochons ont mangé ou pas, ainsi que les crédits restants sur les cochons qui n'ont pas mangé. Alors, dans sa version actuelle, l'outil est un dispositif expérimental très puissant qui devrait intéresser toutes les stations expérimentales qui s'intéressent à l'efficacité alimentaire et à la réduction des rejets des animaux, puisqu'on a une donnée par cochon qui, de fait, est l'unité expérimentale. Donc l'idée pour une phase de développer en élevage serait de simplifier tous ces accès à l'aliment par rapport à ce qui est fait actuellement et pouvoir proposer une bibliothèque de programmes à l'éleveur qui puisse piloter individuellement ces animaux, mais sur la base de quelques stratégies alimentaires déjà paramétrées. Quatre nominés donc, et dans l'enveloppe qui est dans les mains de Daniel Second, il y a le lauréat. Daniel Second, vous allez venir à côté de moi et on va demander à Delphine Gay du GNIS, le groupement national interprofessionnel des semences et des plants, de venir nous rejoindre pour annoncer le lauréat ou la lauréate de ces premiers trophées Itaïnov dans la catégorie découverte. Alors attention. Suspense. Merci. Vous me tenez le micro ? Oui, je vous tiens le micro. Merci. Alors, tout d'abord, je suis extrêmement ravie, heureuse de pouvoir vous remettre ce premier trophée de l'innovation Itaïnov et le gagnant est... Le gagnant n'est pas marqué, ça c'est un gag. Donc voilà, j'ai essayé de me rapprocher de votre feuille. Nathalie Quignou de l'Institut du Port. Donc Nathalie Quignou pour le projet Apport alimentation de précision pour porcs rationnés, réduction de l'impact environnemental de la filière porcine. Toutes nos félicitations Nathalie Quignou. Alors ça permet vraiment de réduire l'impact environnemental ? Ah oui, là sur le dernier essai, on est à 10% d'azote ingéré en moins. Donc il faut qu'on fasse les calculs sur l'azote excrété. Voilà. Alors, on va vous remettre ce beau trophée. Merci. C'est un honneur pour moi de le recevoir au nom de toute l'équipe qui travaille sur ce projet, auquel j'associe nos amis de l'INRA, avec qui on travaille sur le sujet déjà depuis quelques années dans le cadre de l'UMT. Et je voudrais également remercier l'ADEME pour son soutien qui a permis de rendre possible, d'initier ce projet. Également la société Acerva qui nous accompagne depuis maintenant quelques mois, voire quelques années bientôt. Et je pense que j'oublie d'autres personnes, mais je pense que j'aurais aimé recevoir ce trophée dans un contexte économique beaucoup plus favorable pour la filière. Et si j'osais, en fait, je voudrais le dédier à tous les éleveurs qui se battent actuellement pour survivre et également pour continuer à nous donner les moyens de continuer à faire de la recherche et du développement pour demain. Merci beaucoup.
Il est extrêmement lourd, mais je vais en profiter étant donné que je vous ai juste à côté de moi. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, la filière semencière française repose sur une dynamique de recherche exceptionnelle. Et cette dynamique de recherche repose notamment sur une collaboration permanente entre les instituts techniques et l'ensemble des acteurs de la filière. Je n'aurai donc qu'un seul mot, merci beaucoup. Et attention. Et bravo. Et bravo, bien sûr. Moi, j'ai une dernière question parce que j'ai vu votre bureau, il était déjà pas mal encombré. Où est-ce que vous allez le mettre ? Déjà, je pense qu'on va éviter de le couper en morceaux avec mes collègues parce qu'on travaille ensemble, donc on ne travaille pas chacun de notre côté. Donc je pense qu'on va se mettre d'accord pour trouver un endroit, peut-être qu'on va le faire tourner, je ne sais pas. Bravo Nathalie Quignou, on peut l'applaudir encore une fois. Et vous avez un autre, voilà, un cadeau. Et en cadeau, une tablette d'elle. Je viens de passer au smartphone il y a à peine quelques mois, donc ça me fait un progrès technologique phénoménal en peu de temps là. Merci beaucoup. La deuxième catégorie des trophées Itaïnov 2015 est la catégorie innovation. Pour moi, l'innovation, c'est d'avoir mené des études au niveau laboratoire, de l'avoir vu déboucher au niveau industriel, tout en améliorant la compétitivité économique et environnementale d'une filière. Alors pour moi, une innovation, c'est une idée qui apporte quelque chose de nouveau et qui doit répondre à des besoins de personnes, de futurs utilisateurs. Ce projet répond à un besoin concret de la profession et trouvera des applications à court et moyen terme. Pour moi, l'innovation, c'est un assemblage de connaissances et de techniques qui rencontrent les besoins des utilisateurs. Alors, dans cette catégorie innovation, 4 nominés, pareil, et un lauréat aussi. Et on commence avec le projet de Sylvie Doguet, qui est chargée d'études qualité à Terre Innovia, l'ex-Cetium. Le projet de Sylvie Doguet concerne la filière tournesol. Alors, je pense que quasiment tout le monde ici sait qu'avec le tournesol, on fait de l'huile et des tourteaux. Mais faut-il ou non décortiquer les coques avant la trituration ? La réponse avec Sylvie Doguet. La culture de tournesol, c'est cette belle fleur jaune que vous voyez dans les champs. La graine de tournesol est composée d'une amande à l'intérieur et d'une coque. L'amande est riche en huile et en protéines et la coque est riche en fibres. Le projet Altitude se place dans une démarche d'optimisation du procédé de décortiquage. Ce projet est important pour la filière oléagineuse car la culture de tournesol est la seconde culture française avec entre 600 et 700 000 hectares. Ce qui va être très important au niveau industriel, c'est d'éviter d'avoir des fractions d'amandes qui sont récupérées avec les coques. Il faut éviter toute perte d'huile dans les coques. Ce projet permet d'améliorer la compétitivité de la culture de tournesol pour l'autonomie protéique nationale. Ces graines vont être valorisées en passant dans une usine qu'on appelle les usines de trituration qui vont permettre donc d'extraire l'huile. Et l'autre produit donc, qui est issu de cette extraction, c'est le tourteau qui lui est valorisé en alimentation animale. Et donc ce projet permet de proposer un tourteau de tournesol à teneur garantie en protéines et donc ce qui renforce la compétitivité de la culture de tournesol en France. Les graines qui arrivent à l'usine, c'est un produit hétérogène, un produit qui peut d'une année à l'autre ou d'une région à l'autre avoir une aptitude au décortiquage qui ne convient pas. Et donc le séchage est un moyen de compenser cet inconvénient. Nous produisons des tourteaux high pro, c'est-à-dire avec une teneur en protéines de 35 à 36% par rapport à un tourteau de tournesol standard qui est plus près de 28-29%. Et donc l'industriel va pouvoir garantir, obtenir de manière régulière une teneur en protéines dans le tourteau qui sera conforme à ce qu'il a promis à ses clients. Le montant de l'investissement pour la réalisation de l'atelier de décortiquage de la chaudière biomasse, c'est 32 millions d'euros. Derrière moi, vous avez le bâtiment de décortiquage. Juste devant ce bâtiment, vous avez l'unité de séchage. Ensuite, la chaudière biomasse qui nous permet donc de brûler les coques de tournesol issues de ce décortiquage. Le décortiquage se place dans une démarche de valorisation des coques avec la production d'énergie
à partir de ces coques en les brûlant dans une chaudière à biomasse, ce qui a contribué en fait à une complète autonomie énergétique du site industriel. La valorisation des tourteaux permet d'éviter des importations de tourteaux pays tiers et donc de valoriser la filière depuis la semence, depuis la production, jusqu'à la nutrition animale et bien évidemment jusqu'à l'élevage. Voilà, c'était le projet de Sylvie Doguet. Le deuxième projet retenu dans la catégorie innovation est celui de Sandrine Espagnol de l'Institut du Port. Son projet s'appelle JIP. Il s'agit d'un outil de gestion technique environnementale destiné aux éleveurs et à leurs conseillers. On a vu tout à l'heure avec Nathalie Quignou combien il était important de réduire les impacts environnementaux. Eh bien, JIP est une aide précieuse pour réduire ces impacts, justement. On regarde le film réalisé par Gérard Paillet. En France, il y a à peu près 14 000 exploitations porcines. 60% de la production est située en Bretagne, donc une grosse part de la production sur un petit territoire. Pour autant, ce n'est pas vraiment une idée bretonne qui a conduit à l'émergence de JIP. On est surtout parti du constat que l'environnement est plutôt perçu comme une contrainte à ce stade. Les exigences viennent plutôt de l'extérieur, par la voie réglementaire. Et on avait envie d'internaliser cette gestion au niveau des élevages, de la confier aux éleveurs, comme ils gèrent leurs aspects économiques ou sanitaires. Donc ça, c'est l'idée de départ de JIP. L'un des moyens d'information qu'on a spécifiquement auprès des éleveurs, c'est l'outil de la formation. Et en 2014, j'avais monté une formation qui a concerné 21 éleveurs et qui a permis de former à l'utilisation de JIP. Donc actuellement, on a une centaine d'éleveurs actifs dans JIP qui ont renseigné leurs données et qui ont été jusqu'au calcul de leurs indicateurs de performance environnementale. Et puis là, on est chez Jean-Paul, qui est donc un des éleveurs qui a calculé ses premières valeurs de performance environnementale l'année dernière. L'environnement, on ne l'a pas découvert, je dirais, ces dernières années. L'environnement, ça fait partie de notre quotidien, quoi. On a fait une année d'enregistrement. Et ça nous a permis d'avoir déjà des données, de se comparer à d'autres élevages. On utilise aussi les matières premières de l'exploitation, parce qu'on produit nos céréales sur l'exploitation. Ça nous a permis de comparer et d'avoir une base de données. Et dans les années à venir, on va voir comment on peut faire évoluer ces critères, quoi. Donc JIP fonctionne en réseau. Donc ce choix, on l'a